Salut à tous, bienvenue donc sur l'entrepreneur lifestyle, Thierry #Henry. Donc épisode numéro 28 avec donc un expert donc de l'immobilier et surtout donc de l'achat-revente, ce qu'on appelle marchand de biens pour être précis. Donc il va nous donner donc ses techniques. Bien sûr, il est aussi donc infopreneur, donc si ceux qui sont intéressés et aiment le contenu, il ne faut pas aller hésiter à cliquer donc sur son lien que je mettrai donc dans la description pour pouvoir donc se former et réussir dans l'achat-revente. Donc Jean Laplace, ceux qui connaissent son blog, donc investir-du-6immobilier.com ou sinon donc la même chose avec -du-6immobilier.com. Enfin en tous les cas il a acheté tous les liens, il a tout compris. Donc il va donc nous parler donc de son parcours. Il a commencé en 2014 donc dans l'achat-revente pour scaler donc son business à 2,5 millions l'année dernière. Et donc il continue à grandir. Donc beaucoup de bonnes informations, quelqu'un qui a eu un parcours aussi donc avant ça assez intéressant qui va développer. Donc là maintenant donc j'ai remercié les partenaires, donc Audible, mon partenaire donc du podcast pour ceux qui veulent se développer avec donc des livres audio. Donc Thierry-du-6henry.fr/audible AUDIBLE. Et sinon donc comme je l'ai dit donc j'ai un séminaire pour lequel donc je fais une levée de fonds. J'ai voulu donc tenter la levée de fonds. Donc je mets le lien donc Thierry-du-6henry.fr/séminaire-du-6 2020 donc 2020 donc pour 2020 parce que donc le séminaire est en mars ou avril 2020. Tout n'est pas validé. Donc voilà, donc n'hésite pas à participer si tu veux donc faire partie donc de ceux qui ont aidé à qu'on puisse donc monter ce séminaire. Voilà, donc je te dis à tout de suite avec Jean Laplace. Salut Jean, comment tu vas ? Salut Thierry, ça va et toi ? Oui, très bien, merci. Donc merci d'avoir accepté l'invitation. On va parler aujourd'hui donc d'immobilier, mais surtout donc de marchand de biens. Et peut-être aussi donc ton activité d'infopreneur à la fin, comme tu es quelqu'un aussi qui redonne donc ce que tu as appris et ce que tu apprends toujours, parce que tu continues à faire donc du business avec l'immobilier. Donc je te laisse te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas, et puis après on est parti. Écoute, donc je m'appelle Jean Laplace. Comme tu l'as bien dit, actuellement, donc je vis sur Bordeaux. Déjà, c'est ma ville d'origine et j'y suis assez attaché. Donc je suis marchand de biens sur Bordeaux. Marchand de biens, ça veut dire que j'achète des biens immobiliers, tout type de biens immobiliers. Ça peut être du terrain, de l'immeuble, voilà, n'importe, en vue de les revendre. Donc l'objectif étant de les valoriser au milieu pour faire un bénéfice, une plus-value. Donc ça, c'est mon activité principale depuis 2014. Et en parallèle de ça, en fait, j'ai eu envie, dans un premier temps, de partager un peu mon expérience et ce qui m'arrivait dans l'immobilier, un peu dans ma découverte de ce parcours-là. Et finalement, ça a créé une communauté et une audience. Et il y a pas mal de monde qui m'a demandé, est-ce que tu pourrais pas faire des formations pour nous accompagner étape par étape pour justement se lancer dans l'achat-revente. Et ça a donné lieu à un site dédié et à des formations dédiées pour aider les gens vraiment à démarrer dans l'achat-revente. Voilà. Ouais, donc c'est investir-du-6immobilier.com. Ouais, voilà, tu mets investir-immobilier.com sur ton moteur de recherche préféré, tu tomberas dessus, ou tu tapes Jean Laplace, investir immobilier, tu trouveras sans souci. Bon, c'est bien, mais ta petite présentation donc d'une minute m'a bien motivé parce que moi je viens de l'immobilier, donc j'ai plein de questions qui vont venir avec. Donc déjà tout de suite, tu as dit donc toi que ton créneau en fait c'est terrain et immeuble, t'as pas vraiment de spécialité. Toi tu es vraiment assez large et tu vas chercher l'opportunité. Dès que tu vois que tu peux faire de la marge, tu vas chercher. Ouais, en fait, on me pose souvent cette question et donc c'est pour ça que j'ai la réponse, elle est facile. C'est en fait, si tu veux, là aujourd'hui, on fait l'interview, on a fini la 5e année, donc on est dans la 6e année de l'entreprise parce que il faut savoir, je suis associé avec un ami depuis 2014, c'est une grosse force de cette société, c'est notre association. Et si tu veux, en fait, la typologie de la société a évolué. Au début, on a commencé, on avait quasiment pas d'argent et petit à petit, forcément, c'est tout l'intérêt de l'achat-revente, on s'est créé du capital. Donc en fait, quand tu commences, tu vas pas du tout avoir les mêmes possibilités que par la suite. Il y a des stratégies qui vont être un petit peu différentes. Et donc en fait, le panel de nos activités a évolué au fur et à mesure. Au début, on avait que ce que nous on appelle les petites opérations, forcément. C'était des opérations qui sont autour de 250 000 euros sur Bordeaux. C'était un petit peu ça, Bordeaux et la région. Et petit à petit, ce qu'on a cherché à faire, c'est forcément à faire grossir les opérations pour essayer d'avoir plus de bénéfices en faisant le même travail, quoi, si je te simplifie un peu la chose. Donc, on a commencé, pour te donner un peu un ordre d'idée, on avait des maisons qu'on démolissait, sur lesquelles
on faisait des terrains. Et puis finalement, on est passé sur des petits immeubles. Et maintenant, on essaie de trouver des immeubles dans Bordeaux. Et là, tu peux être facilement sur 1 million, 2 millions d'euros pour le prix de l'immeuble. Tu vois. Donc, c'est comme tu l'as dit, il n'y a pas une idée, on vise pas un bien spécifique. On voit ça de manière très financière. Et en fait, on étudie tous les projets. Et c'est le tableau prévisionnel en fait qui va parler. Hein. C'est ce que je conseille à tous mes élèves. C'est voilà, c'est votre tableau prévisionnel qui dit si on se lance dedans ou si on se lance pas dedans, quoi, tout simplement. Donc encore plein de questions. Parce qu'en fin de compte, souvent, moi, j'ai appris, parce que comme j'ai un immobilier, et Ouais. dans mon secteur qui est aussi un mélange donc, de campagne et pas loin de Paris, souvent la base, c'était les terrains, ou sinon, c'était une grande maison avec un bout de terrain et on découpe le lot arrière et on vend un bout de terrain. Donc Ouais, toi, tu super. as commencé un peu comme ça, plutôt en détruisant. Une question, parce que tu as commencé en 2014. Souvent, on conseille et on dit aux gens en fin de compte, de faire les premières opérations en nom propre pour éviter donc, la grosse imposition, parce qu'en marchand de biens, on est quand même plutôt pas mal imposé. Vous avez commencé directement en société. Alors, je vais te répondre de manière générale. Pour faire simple, en gros, pour ceux qui connaissent pas forcément très bien, en France, il y a deux statuts fiscaux. Soit tu es particulier, donc tu fais de la gestion patrimoniale, ta résidence principale, ton investissement locatif, ta résidence secondaire, soit tu es professionnel. Dans ce cas-là, tu fais du commerce. Et en fait, il faut être clair là-dessus. Pour faire de l'achat-revente, il n'y a un seul statut légal. L'achat-revente, c'est du commerce. Donc, le seul statut légal, c'est l'achat-revente. Donc, je ne pourrais pas te dire de faire du particulier parce que, tu vois, je me mettrais en porte-à-faux. Maintenant, ce qu'on sait, pour pas faire de langue de bois, parce que le but, c'est d'avancer, ce qu'on sait, c'est que quand tu veux te lancer en professionnel, la difficulté, c'est d'avoir un financement professionnel. Tout Et à ça, fait. voilà, Je tout le monde confirme. le sait, ça sert à rien de faire, voilà, tout le monde le sait. Et en fait, ce financement professionnel, on arrive à l'obtenir souvent avec l'expérience et en calculant sa stratégie de relation avec son banquier, etc. Et ça passe effectivement pour beaucoup par commencer des opérations en gestion patrimoniale, on va dire des opérations optimisées, tu vois, pour pas me mettre en porte-à-faux dans l'idée. Donc, moi, ce que je conseille tout le temps, c'est effectivement d'avoir surtout une stratégie pour dire, ben voilà, moi, ce que je veux, c'est devenir marchand de biens, donc c'est d'être professionnel. Alors, tout simplement, il y a une bonne raison. Il faut bien comprendre que, au final, être professionnel est plus avantageux qu'être particulier, contrairement à ce que les gens pensent. Déjà parce que sur les frais de notaire, au lieu d'être à 8%, tu vas être à 3%. Donc ça veut dire que sur chaque opération, tu récupères 5 points de marge. C'est pas négligeable du tout. Quand tu sais que voilà, on essaie de faire 20% de marge sur les opérations, on va sûrement en reparler. Tu vois, tu as déjà gagné 5 points juste sur les frais de notaire. Ensuite, si vraiment tu as envie de gagner ta vie avec ça, de manière, je veux dire, assez importante, ce qui va être intéressant, c'est d'enchaîner les opérations, d'avoir plusieurs opérations en parallèle. Et si tu veux faire ça en tant que particulier, ça va être compliqué. Ça veut dire que tu as déjà un très gros salaire qui te permet d'emprunter. Mais en fin de compte, Donc, tu c'était vois, pas. Je comprends tout ce que tu veux dire et je pense que ceux qui s'y connaissent et ceux qui s'y connaissent pas, c'est bien, t'as précisé. ouais, ouais. Quand je te disais particulier, c'est que souvent c'est comme ça qu'on débute parce qu'au début, c'est pour. En fin de compte, t'as répondu, c'est pour le financement. On débute en tant que particulier pour faire là ou les premières opérations, puis après on passe en pro parce que bien sûr il y a un intérêt. Sinon, enfin, on sait très bien quand on fait du business, la structure te protège pour la fiscalité, pour plein de choses et pour Ouais, l'intérêt. c'est évident. Et c'est vrai que Complètement. souvent pour commencer, mais après, bon, c'est pour ça que je voulais la précision. Bah, c'est Directement, tu as été en pro parce que tu avais les techniques pour se faire financer, on va dire. Ben, en fait, un peu comme tout le monde, si tu veux, j'ai commencé sans arrière-pensée avec ma résidence principale. En plus, sur Bordeaux, si tu veux, il se trouve qu'on a une démographie qui explose, donc on a une demande qui explose, donc ce qui fait qu'on a un marché qui a complètement explosé en 10 ans. Donc, tu n'avais pas besoin d'être un génie pour faire des plus-values, hein, très, très sincèrement. Là, maintenant, ça stagne un peu, donc on voit un petit peu la différence entre celui qui connaît et celui qui connaît pas. Mais en fait, j'ai commencé par faire mes résidences principales et quand je revendais mes résidences principales, je prenais des plus-values. Donc, forcément, tu vois, ça commence à te mettre un peu la puce à l'oreille. Et petit à petit, de projet en projet, on a obtenu comment dire, le statut pro. Mais c'est vrai que quand nous, on a commencé l'association, on l'a fait tout de suite avec un financement pro, mais parce qu'on avait déjà un petit background avec notre banquier. Enfin, c'est quelque chose que moi, j'avais anticipé depuis des années, quoi. Donc là, tu as parlé donc 2 fois du banquier, donc là, tu as vraiment un partenaire ou tu en as plusieurs? C'est vraiment ton banquier Alors, ou tu as d'autres aujourd'hui, partenaires? en fait, aujourd'hui, on a plusieurs possibilités parce que donc c'est mon rôle le financement dans la société. Moi, je m'occupe principalement, c'est moi qui suis le plus En fait, on se répartit un petit peu les tâches comme dans toutes les sociétés. Et donc, on travaille nous, je peux te dire, on travaille à la caisse d'épargne. Il n'y a pas de. Et donc, c'est notre seule banque aujourd'hui qui nous finance parce que c'est eux qui ont qui nous donnent les meilleures possibilités. Mais en fait, ça fait déjà très longtemps qu'on a anticipé le fait d'avoir d'autres banques dispo.
Donc, on pourrait avoir dans de banques disponibles qui aimeraient travailler avec nous, mais on les a, si tu veux, je sais pas comment dire, en backup, quoi, au cas où les choses se passeraient mal avec la caisse d'épargne, ou si on a un besoin spécifique, ou il y a une vérité aussi, c'est que tu es censé, à un moment donné, tu es censé plafonner, c'est-à-dire les banques veulent pas te donner jusqu'à un certain montant. Bah, nous, ce qu'il y a, c'est qu'on a tellement bien évolué que les montants auxquels on avait droit ont évolué avec nous, tu vois. Donc maintenant, je sais que si je respecte les règles et les critères de base de travail que j'ai avec eux, je peux aller jusqu'à 10 millions d'euros dans le cours, il n'y a pas de problème, quoi. Donc, bon, j'ai de quoi faire, quoi. Ouais, largement. En fait, compte on va parler donc du secteur parce que bon, on en avait parlé un petit peu avant. Donc, il est vrai que Bordeaux et les alentours ont augmenté. Est-ce que donc, en tant que marchand de biens, c'est un peu comme un investisseur classique qui fait du long terme ou du moyen terme? Parce que moi, je t'ai dit que ça me paraissait bizarre que tu achètes dans un secteur qui est malheureusement plombé par les promoteurs. Et alors, peut-être qu'en tant que marchand de biens, il y a un avantage, parce qu'en fait, quand un marchand de biens peut se rapprocher du promoteur, parce que souvent, il découpe, donc il fait du neuf, on va dire. Et il y a une traction, parce que tout le monde va acheter là-bas. Ou est-ce que, en fait, compte, c'est une stratégie à part? Parce que souvent, moi, j'ai entendu, et je l'ai écouté encore dernièrement avec Grant Cardone et d'autres investisseurs anglo-saxons, même si c'est pas le même pays, c'est que quand les promoteurs viennent et dès qu'on voit les grues, c'est que c'est pas bon, c'est qu'eux vont faire monter les prix, et donc ils vont aussi montrer les prix du terrain. Donc, donc est-ce que c'est bien ou c'est pas bien, ou est-ce qu'en fin de compte, c'est une stratégie à part, ou est-ce que tu t'éloignes un tout petit peu de Bordeaux et tu es aux alentours, tu pas directement là où c'est un peu cher? Je pense que c'est une question super intéressante que tu as, mais c'est vrai qu'effectivement, l'élément dont tu parles, il est directement lié à la notion d'investissement, si tu veux, le fait de où est-ce que tu vas placer ton argent. Et dans l'achat-revente, on n'est pas. C'est deux activités qui sont très proches, mais qui n'ont pas le même objectif. Dans l'achat-revente, on est sur du très court terme, donc ce qui va, si tu veux, c'est une opération qui doit faire à peu près 1 an, pour faire simple. Là, l'idée que tu amènes, c'est une idée de dire où est-ce que je mets mon argent sur au moins, on va dire, minimum 5 ans, mais idéalement 10 à 15 ans. C'est-à-dire où est-ce que je le place pour que l'offre à la demande, etc., etc. Donc nous, c'est vrai que si tu veux, comme il y a une forte pression démographique, il y a forcément, c'est un marché qui est sous tension, donc on achète forcément cher également, mais en achat-revente, que tu sois sur un marché tendu comme ça, ou que tu sois en ruralité, etc., ce qui va t'intéresser, c'est juste la valorisation. Donc la question que tu dois te poser, c'est quelle valorisation je peux amener sur le bien. Alors valorisation, ça veut tout et rien dire, hein. Ça peut être de la rénovation, comme de la simple découpe, comme démolir, comme construire, il y a plein de possibilités. Mais on n'a pas cette logique et cette problématique de marché. C'est un élément macroéconomique dont on tient compte, parce que forcément, tu vois, typiquement, si le marché prend 10% par an, ça va forcément nous aider par rapport à un marché qui perdrait 10%, ça c'est sûr, hein, ça va impacter les prévisionnels. Mais on n'a pas cette logique de dire attends, si les grues arrivent, qu'est-ce que ça change? Parce que de toute façon, les grues, elles vont mettre, si tu prends justement vraiment de manière factuelle, les grues dont tu parles, elles vont mettre 3 ans à construire. Donc moi, l'opération que je suis en train de lancer aujourd'hui, elle n'aura plus lieu elle sera plus là dans 3 ans, elle sera terminée. Et donc quand les grues vont finir, de toute façon, j'aurai fait un nouveau prévisionnel avec un nouvel état de marché à ce moment-là, tu vois. Surtout qu'indirectement, elles auront fait montrer les prix pour vous, en fin de compte. À l'achat, c'est un peu chiant, donc il faut être bon en négociation et ne pas aller peut-être à côté et coller à leur promotion. Mais aux alentours, ça peut être pas mal. Et si je comprends bien, avec le temps, elles font monter les prix, donc ça va aussi dans votre sens. Ouais, alors ça marche dans les deux sens, parce que tu dis elles font monter les prix, c'est vrai, mais elles peuvent aussi les faire baisser dans la mesure où il va y avoir plus d'offres. Dans un marché, on avait beaucoup de demandes, et donc ça peut aussi te diluer ton offre. Donc en général, ça fait durer le prix pour le locatif, parce que quelqu'un toi, tu vends de l'ancien meuble, si tu as rénové, eux, enfin, c'est connu, et c'est un grand lot, et les gens vont aller, enfin, ils sont intéressés par tout ce qui est un peu brillant, ils vont dire, je vais aller prendre là-bas, c'est plus intéressant. Et comme souvent, ils ont des prix en locatif, en défisque, les prix sont moins chers, donc c'est juste une comparaison, on va dire. Ouais, moi ce que je dirais, c'est il faut faire surtout quand tu démarres. Quand tu démarres, t'as pas une analyse macroéconomique et machin, tu te prends pas la tête à tout ça. Il faut aller sur des opérations simples et toujours se garder une marge. En fait, le secret de tout ça, c'est pas d'être un expert en économie ou encore moins spécifiquement en marché immobilier, en tendance, etc. C'est un peu trop compliqué au début. C'est toujours intéressant après pour optimiser, pour être plus précis. Mais non, c'est surtout l'idée, c'est d'avoir une marge qui fait que si tu prévois que si ton marché il évolue pas dans le bon sens, et dans le pire des cas, moins tu vas être break-even, tu vas pas perdre d'argent, tu vas être neutre, mais idéalement tu vas quand même sortir une marge, tu vois. Nous on a toujours fonctionné comme ça, et je pense que c'est ce qui nous a permis d'être des opérateurs qui restent sur le marché après plusieurs années, parce que je peux te dire qu'on a vu pas mal de monde passer, et
voilà, les gens font des super coups, mais bizarrement, ils disparaissent après. Donc, ça devait pas être super, hein, si super que ça, tu vois. Est-ce que tu peux me donner un comparatif entre en 2014 quand tu as commencé, donc il y a combien d'opérations à l'année et à combien tu as d'opérations actuellement? Bah, c'est très très simple. En 2014, on a commencé, on a fait qu'une seule opération. Donc je peux te Mhm. dire, j'ai passé l'année à faire des activités de loisirs à côté, parce qu'on a lancé l'opération et puis derrière, ben, le banquier il suivait pas, on n'avait pas ni les fonds parce que pour le coup en pro il nous fallait un apport et puis de toute façon il voulait voir comment ça se passait sur la première. Donc c'était une opération qui faisait en tout en prix revient technique, on était à 250 000 euros, donc tu vois on a sorti à peu près un peu plus de 20%, on a sorti à peu près 60 000 euros de marge. Et puis petit à petit, ce qu'on a fait, c'est qu'on a voulu augmenter le nombre d'opérations et à chaque fois également le volume de l'opération, donc le prix. Donc maintenant les opérations, elles tournent plutôt, alors idéalement autour d'1 million d'euros, parfois un petit peu plus, parfois un petit peu moins, ça dépend du marché. Donc tu vois, on va dire 750 000 euros à 1,5 million pour te donner une. Mais ça, c'est là pour le coup, effectivement, c'est mon marché c'est mon marché qui fait ça. C'est-à-dire que on serait sur Paris, je pense qu'on aurait des choses encore plus grosses sur Bordeaux, Bordeaux Centre. Voilà, il faut être tout de suite dans le gros immeuble et parfois il y a des opérations très intéressantes un petit peu en banlieue de Bordeaux où tu vas être plutôt sur 750 000 euros et il n'y a pas de raison de passer à côté, tu vois. Donc on va être plutôt sur ça et après on augmente le volume d'opérations. Je crois que dernièrement, là on est en train de clôturer un cycle d'opérations, mais dernièrement je crois qu'on était autour de 5 opérations. Donc tu vois, en fait l'année dernière, pour te donner des chiffres concrets, la première année on fait 340 000 euros de chiffre d'affaires, donc 2014, et la dernière année 2018 on est passé donc petit à petit, donc tu vois ça fait 300, 600, 800. La quatrième année, on était à 1 million d'euros sur 9 mois et 2018, donc l'année dernière, on a 2,5 millions d'euros de chiffre Donc d'affaires. ça, c'est le chiffre d'affaires et en Ouais. moyenne, en marge, on est à 20%, c'est ça? Voilà, alors jusqu'à aujourd'hui, c'est important de le dire, jusqu'à aujourd'hui, en fait, on était à 20% de marge. Donc sur 2,5 millions, tu fais le calcul. Ouais, ça fait 500, je crois qu'on était à 550 l'année dernière, quelque chose comme ça. Donc de marge opérationnelle, hein, d'ailleurs, il faut mettre les charges de la société, mais il n'y a pas grand-chose quand tu es marchand de biens. Et après, tu mets les salaires, les dividendes comme tu as envie en fonction de la politique de la maison. Là, maintenant, on va rentrer dans une dynamique un petit peu différente. On cherche en fait à prendre plus d'opérations sur le marché, répondre beaucoup plus à notre réseau, parce que petit à petit, on s'est créé un réseau et on a des opportunités qui se présentent. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher, donc ça serait intéressant d'en reparler d'ici 1 an ou 2, mais on va chercher à prendre plus d'opérations avec des rentabilités inférieures. Ce que je déconseille, mais très 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 fortement, à quelqu'un qui débute. Si tu veux, là, nous, on a la surface financière qui nous permet d'accuser le coût d'une opération par rapport à l'autre. Si une opération se passe un peu moins bien, il y en a une autre qui va équilibrer la situation. Donc on est dans la démarche où on cherche plus la rentabilité annuelle, on cherche la marge brute en fait. Ce qui nous intéresse, c'est un volume d'argent plus important à la fin de l'année. Au début, il faut surtout, mais surtout pas faire ça, et c'est pour ça que les gens se plantent. Il faut vraiment être hyper sélectif, prendre des fortes marges et prendre vraiment le produit parfait, entre guillemets, pour être sûr que tu vas pas te planter, parce que tu peux pas tirer 14 cartouches, quoi. Ben oui, il n'y a pas assez de. Enfin, on ne peut pas augmenter la marge. Enfin, est-ce qu'en marchand de biens, je dis ça, mais bon, j'ai quand même posé la question. Parce que Ouais. moi, je vais les comparer à l'e-commerce où ben, plus on a de profit, plus on a de marge, mieux c'est. Est-ce que tu connais des marchands de biens qui arrivent à tirer du 35, du 30%, du 40%, ça Ah existe bah ça? ouais. En fait, si tu veux, ça dépend vraiment de ton marché. Moi, dans mes élèves, j'ai des élèves qui m'amènent des opérations où il y a du 100%. Alors c'est du Waouh! 100% si tu veux c'est du 100% sur des petits, souvent sur des petits montants. Enfin, tu dépasses rarement les 300 000 euros. Mais bon, ce qu'il faut voir, c'est il y a deux choses. Un, il y a une notion de marché. Effectivement, sur le marché bordelais, qui est un marché tendu, c'est quand même. Je dis pas que c'est pas possible, hein, mais je dis que ce qui m'intéresse, c'est statistiquement toujours. Hein, c'est pas de parler du mec qui a gagné une fois au loto. Tu vois, l'idée, c'est que si tu joues au loto tout le temps, statistiquement, tu perds. Tu vois. Donc c'est ce qui m'intéresse, c'est le global. Si tout le monde s'y met, qu'est-ce que ça fait, quoi. Donc voilà, ça arrive. Maintenant, c'est vrai que statistiquement, on est plutôt sur du 20, 30%, voilà, ça dépend des marchés. Dès que tu arrives sur des marchés un peu tendus, tu as l'avantage que tu as beaucoup plus de liquidité au niveau des reventes, au niveau des opportunités et tout ça, mais tu vas avoir des pourcentages qui sont inférieurs, quoi. Voilà. Donc, est-ce qu'à côté donc, de ce que tu fais, parce que maintenant, bah, c'est plus gros, est-ce que tu essayes de sécuriser le business avec de l'investissement classique ou des choses que tu fais du moyen au long terme, ou est-ce que tu restes sur le pur marchand de biens? Ah, Thierry, t'es
t'es en train d'appuyer là où ça fait mal. En fait, ouais, parce que, alors, pour expliquer la stratégie par rapport à ça, parce que je pense que mon cas particulier est pas forcément plus intéressant. La stratégie, effectivement, moi, je suis parti en achat. Je suis vraiment très financier et très mathématique dans ma façon de voir les choses. Je suis parti dans l'achat-revente parce que, pour donner un exemple, quand tu commences souvent en professionnel, en fait, on te demande de mettre 20% d'apport. Donc là, c'est pour donner des chiffres. Après, ça se discute. On pourrait passer une soirée avec tous les cas particuliers de chacun et de son banquier. Mais on te demande de mettre 20% et derrière, on a dit qu'on faisait 20% de rentabilité. Donc j'ai vite compris que si je mettais 20 euros, bah, je récupérais 20 euros derrière. Donc sur des opérations qui durent un an, ça voulait dire que je faisais 100% de rentabilité sur mes fonds propres. Donc, si tu veux, voilà, forcément, ça m'a tout de suite, je me dis, bah, en fait, c'est ça qui est le plus intéressant. Et c'est vrai que l'avantage de l'achat-revente, c'est que tu vas avoir une très forte croissance et que tu as une capacité à créer beaucoup plus d'argent. Donc, l'idée, c'est qu'une fois que tu as fait ça, bah déjà, tu as des revenus qui sont assez intéressants, donc tu vas pouvoir avoir un effet levier et emprunter. Tu es censé, en parallèle, typiquement sur une SCI, faire de l'investissement locatif. Alors, idéalement, en cash flow positif, voilà, je vous refais pas le schéma, je pense que tout le monde connaît un peu maintenant les stratégies. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, alors, ce qui se passe, jusque-là, tous les investissements locatifs que j'ai fait vraiment pour du locatif, en fait, le marché explosait tellement qu'au bout de 2 ans, j'ai pris les plus-values. En fait, j'avais 50 € de plus-value, donc j'ai pas réussi à les garder. Ça, c'est les historiques, les premiers que j'ai fait sur vraiment Bordeaux. Et ensuite, j'ai mis une nouvelle stratégie en place parce que comme le marché est tendu sur Bordeaux, je suis allé chercher un petit peu plus loin que Bordeaux. En fait, j'ai un copain informaticien à qui j'ai donné un petit job à faire. Il a scrappé, comme on dit, il a récupéré toutes les annonces qu'il y avait sur Le Bon Coin, Se Loger, etc. à la vente, à la location. Il m'a fait une base de données comme ça de moyenne. Et il m'a sorti les villes où il y avait le plus gros différentiel entre l'achat et la location. Donc, ce qui permettait de voir où est-ce qu'on pouvait faire du cash flow positif plus facilement. Et donc, c'est comme ça que j'ai acheté l'année dernière un petit immeuble. Mais mon problème en fait c'est que j'ai pas le temps, quoi, parce que quand tu fais du cash flow positif, même si c'est super intéressant, bah, c'est toujours moins intéressant que l'achat-revente, donc j'ai du mal à me... Enfin si, non, ça dépend, parce que soit après c'est ta philosophie, ton état d'esprit, mais si tu prends un immeuble de 20 ou 30 logements et que tu le laisses dormir, tu pourrais, même s'il augmente, tu pourrais te dire bon bah ça c'est ma sécurité, mais en fait c'est que t'as pas envie. Toi tu vois directement, tu dis bah, je peux le revendre le double ou prendre, bah je vais le vendre. Ouais, toi, mais t'aimes sentir le cash pour l'utiliser. Non, mais c'est même pas ça. C'est qu'on a un réseau qui est vraiment travaillé pour ça, sur un secteur très... Là, maintenant, les opérations, si tu veux, je dirais pas elles tombent tout seules parce que ça va faire magique, hein, il y a du boulot, hein, mais on est aiguisé pour ça. Il faudrait que je mette en place, tu me parles de 20 à 30 logements, mais en fait, je vais trouver le même sur de l'achat-revente et je vais prendre du cash tout de suite. Donc, t'appuies là où ça fait mal. Effectivement, j'aimerais développer beaucoup plus mon parc d'investissement locatif. C'est juste qu'aujourd'hui, il faudrait carrément que je prenne quelqu'un et que je délègue pour qu'il aille chercher les opérations, tu vois. Et c'est une histoire de priorisation dans mon emploi du temps. Et tu vois, j'ai choisi de faire une interview avec toi plutôt que d'aller faire de l'investissement locatif. Voilà. Ah, merci, c'est gentil. Non, mais après, en plus, c'est comme tu dis, c'est après pour aller dans ton sens, et après chacun sa stratégie. Il y en a qui font du Bitcoin, il y en a qui font de l'affiliation. Donc voilà, tu as une stratégie, tu la gardes. Entre en parenthèses de one thing, tu as une pensée, tu la gardes et tu as raison. Ouais. Après, c'est juste que. Et c'est la question qui va venir après, c'est que tu as un gros marché qui marche bien, mais comme je disais à Olali et d'autres personnes, moi je pense qu'on est en crise depuis un petit bout de temps, mais c'est pas une vraie crise bien annoncée. Donc les politiques font ce qu'ils font pour que tout ne pète pas. Mais comment tu fais? Parce qu'en général, les marchands de biens, c'est mieux quand ça monte, mais quand ça descend, c'est un peu compliqué. Bon, tu peux toujours gagner, hein. Il y en a qui sont très bons. Donc est-ce que tu prévois ça, ou tu te dis que si ça tombe, bah, tu vas aussi en profiter, mais différemment, parce que bah, comme les prix ne montent pas, c'est un peu compliqué de revendre. Alors moi j'adore cette question, et on pourrait en fait... On pourrait être sur n'importe quel marché. Tu pourrais me parler d'e-commerce, d'infoprenariat, de vendre des jupes ou des pizzas, je te répondrai la même chose en fait. Il y a deux sujets dont je me préoccupe pas. Je te dis pas que je suis pas attentif, je te dis que c'est pas une question pour moi, et c'est une vraie réponse, et je bâche pas la réponse, hein, c'est ma réponse, c'est ça. Le premier c'est la crise, le deuxième c'est les impôts. Parce que je te cache pas que forcément sur le site, j'ai énormément de lecteurs qui reviennent vers moi en me disant ouais, mais comment tu fais pour les impôts, comment je fais, etc., etc. Mais en fait, je pense que si tu veux avancer, la vie, elle est ce qu'elle est, le marché, il est ce qu'il est, chaque époque a ses pseudo-problèmes, et moi, je pense que ce sont des constantes, en fait. Et en fait, je m'en préoccupe tout simplement pas. Je pense que si tu veux performer, si tu veux réussir, et tu fais des interviews de mecs qui ont réussi, et je suis pas sincèrement convaincu que ces gens-là s'intéressent à savoir si c'est la crise ou pas la crise, si on paie des impôts ou si on paie pas des impôts. Alors,
tout ça, tu peux optimiser, tu peux faire attention à la crise et tu peux essayer de payer moins d'impôts. Mais je crois qu'en fait, le secret pour réussir, c'est surtout c'est hard work, quoi. C'est de travailler, c'est de foncer, c'est d'avancer et de surtout pas te poser ces questions-là, quoi. Parce que sinon, tu vas. D'être dans l'action, quoi. Après, Ouais, sinon... exactement. Non, mais c'est surtout. Et puis également, enfin, il y a plein de façons d'aborder cette réponse, mais c'est la pensée positive. Si tu veux, si tu passes ton temps à focaliser, alors c'est pas, je t'accuse pas de ça, hein, c'est au contraire, hein, c'est justement l'intérêt de ta question, c'est une super Ah non, question. moi, je me mets en truc de journaliste, hein, je passe pour les gens, là. Ouais, c'est clair. Mais justement, l'idée, c'est ça, c'est que les gens focalisent tout le temps sur ça, disent ah ouais, mais les difficultés, les difficultés. Mais en fait, en faisant ça, je pense que, et je m'en rends compte vraiment avec mon audience, c'est que en fait, tu grossis la difficulté, bien plus grosse qu'elle ne l'est. Tu essaies d'anticiper un truc que personne ne peut anticiper. Je pense aux crises. Tu essaies de contourner un truc que tout le monde, qui est pas possible à contourner. Les impôts, tu vas peut-être optimiser, mais de toute façon, tu vas en payer. À partir du moment où tu vas rentrer dans une démarche normale et classique, alors peut-être tu vas faire un coup de filou ou deux, mais bon, déjà, tu risques de te faire prendre, et puis de toute façon, tu vas pas le faire 10 fois. Donc ça, pour moi, ça n'a aucun intérêt. Il faut mettre son énergie dans la production de valeur, dans le travail à fond et créer quelque chose qui a du sens sur le long terme. Et je pense que c'est vraiment comme ça que tu vas t'en sortir, te démarquer, avancer et te retrouver dans la situation où je suis aujourd'hui, à être super épanoui en perso et en pro et à t'éclater dans ce que tu fais, quoi. En plus, pour aller dans ton sens, mais plus les impôts, parce que c'était pas vraiment la question, c'était pas par rapport aux impôts. Ouais, mais c'est les deux sujets qui reviennent. Mais j'ai connu la période où j'ai payé beaucoup d'impôts et où j'en ai payé moins. Je préfère quand je payais plus d'impôts, j'étais vraiment mieux. Je me plaignais, mais j'avais beaucoup de cash. Donc, c'est ça. Mais y a c'est pas de vrai que tu différence. dis souvent les gens qui me disent ça sont des gens qui paient pas, enfin qui paient pas d'impôts, qui paient moins d'impôts. Et justement, c'est dommage, c'est d'avoir peur d'un truc qui est en fait qui est vachement mieux. Moi, je préfère payer 10 000 euros d'impôts en ayant 10 000 euros de salaire mensuel plutôt que de pas payer d'impôts et d'être à 1 000 euros mensuel. Tu vois, il y a pas de sujet là-dessus, c'est une évidence. Donc, Et je vais faire un parallèle, comme ça les gens vont bien comprendre. C'est comme j'ai fait une vidéo il y a quelques mois, je suis dégoûté, j'ai pas assez de haters. Si j'ai plus de haters, c'est-à-dire que j'ai plus de gens qui me regardent. Et comme j'ai pas assez de haters, c'est que je fais pas assez de bruit, donc c'est que c'est pas bien. ouais, c'est exactement ça. Et donc ça revient à la même chose. Donc il faut avoir quelques petits problèmes. Parce que comme on dit un grand rappeur, plus t'as d'argent, plus t'as de problèmes. C'est pareil. Et même, c'est des bons problèmes. Donc bon. Ouais, puis même c'est avant tout même, parce que l'argent c'est une finalité dans le cadre professionnel, mais ça n'en est pas une générale, tu vois, c'est qu'un outil pour le reste de notre projet de vie, mais c'est un état d'esprit en fait. Cette idée, c'est de pas focaliser sur un truc qui est peut-être même pas un vrai problème aujourd'hui, tu vois, quand on parle de la crise des impôts. Moi, je prends les deux, je les mets ensemble parce que pour moi, c'est la même attitude. C'est essayer juste de focaliser sur ce qui va t'apporter dans la vie, sur ce que tu vas mettre en place, sur les énergies positives, et vraiment, c'est pas pour rien que quand tu traînent dans tous les masterminds avec tous les mecs qui réussissent super bien dans leur domaine, ils sont tous dans le dev perso et dans les énergies positives et dans des trucs plus ou moins ésotériques, mais parce qu'en fait c'est un facteur déterminant de ta réussite, au-delà de, comme tu dis, c'est la base, c'est le mindset. Voilà. Comme je dis, le mindset, quand il y a un arbre, le mindset, c'est les racines. Si tu as mis les bonnes racines, tu t'arroses avec les bonnes, tu vas grandir. Sinon, exactement. Ouais, complètement. Ouais, avant d'aller aux questions, les 5 questions que je pose à tout le monde, j'ai une question qui va peut-être plaire, parce que c'est vrai que toi, en fin de compte, t'es pas de l'immobilier, parce que souvent, moi, je viens de l'immobilier, il y avait beaucoup de marchands de biens qui étaient agents immobiliers, qui devenaient marchands de biens. Toi, en fin de compte, tu l'as pas dit, mais tu étais, si je ne me trompe pas, pompier, c'est ça? En fait, après, pour te faire le truc en une minute, après mon bac, je suis quand même master stratégiste et j'avais envie de faire des métiers vocation, des métiers qui me plaisaient de ça. Et je faisais énormément d'arts martiaux au lycée, donc j'ai décidé d'aller en peloton d'intervention de gendarmerie. Donc j'ai fait ma major de promotion en peloton d'intervention de gendarmerie, alors que j'étais vraiment un sale cancre au lycée. Ensuite, j'ai voulu changer, je te passe pour être rapide, j'ai voulu faire pompier. Et finalement, j'ai eu un accident de moto qui m'a valu un an de rééducation, préparation physique pour les pompiers. Je suis finalement rentré aux pompiers de Paris, où j'ai fait 2e aux pompiers de Paris. J'ai quitté les pompiers de Paris. Alors tout ça, en fait, là, c'est tout le temps les mêmes raisons. La mission était extraordinaire à chaque fois, mais c'est le cadre d'emploi. J'avais besoin de beaucoup plus de liberté, beaucoup plus d'indépendance, et je le comprends bien mieux aujourd'hui. C'était pas forcément évident à comprendre à l'époque. Et finalement, je me suis retrouvé topographe géomètre. Je te passe les détails. Et de topographe géomètre, là, je me suis dit bon, en fait, le mieux, c'est de gagner plein d'argent pour pouvoir faire ce que tu veux. Donc j'ai cherché, j'ai essayé agent immobilier dans l'ancien. Je suis arrivé en 2008 en pleine crise, justement, la fameuse crise des subprimes, tu vois. Comme moi, ouais.
Voilà, et au bout d'un an et demi, je suis passé dans le neuf, une opportunité de poste plus intéressante. Donc là, je vendais de la VFA, de la vente sur plan, des Ah, toi, fiscs et toi tout comme aussi? ça. Oh, la galère. Ouais. Voilà, et ouais, j'étais dans une boîte sympa, moi, c'était cool. Mais effectivement, si tu veux, il y avait toujours cette problématique d'être salarié, d'être limité. Non, c'était pas ça, C'était hein. pas chouette. En fin de compte, c'était pas ça. C'est le fait de vendre de la VFA. Tu sais que c'est pas un truc qui est rentable. Alors, tu vends un truc aux gens où tu sais que toi, tu connais, à l'époque, peut-être que tu connaissais Robert Kiyosaki, tout ce qui est investissement, et tu dis, tu vends un truc où les gens font un effort d'épargne Ouais, qui a pas de sens. après, Tu dis, ah, ouais. moi, je l'ai fait, mais je vendais que du principal parce que la VFA, j'avais un problème avec Et ça. moi, je suis moins violent sur ce point de vue. Alors, c'est évident qu'aujourd'hui, c'est pas ce que je prendrais. Je pense qu'il y a effectivement beaucoup de gens qui n'ont pas besoin de ça. Mais les profils que j'avais, moi, c'est des gens, si tu veux, qui n'allaient pas s'amuser à faire des investissements à côté et qui avaient Non. ce besoin, en fait, de défiscalisation. Donc, Des je pense cadres, que sur certains profils, ce qu'on appelle des cadres feignants. Mais je ouais, comprends. voilà. Non, mais sur certains profils, je pense que c'est intéressant parce que la question souvent, tiens, une donnée intéressante, la question souvent quand tu fais un investissement, c'est pas forcément de savoir si ton investissement il est rentable, parce qu'ils le sont souvent. La question, c'est en faisant celui-là, tu vas te priver de quel autre investissement, tu vois. Et c'est là qu'en fait, certains cadres, dans certains profils d'acheteurs, ben, en fait, c'est un très bon investissement pour eux, tu vois. Donc effectivement, pour souvent, ben, les gens qui t'écoutent et voilà, qui nous écoutent aujourd'hui, c'est probablement pas le cas parce qu'ils ont des objectifs différents. Mais moi, je te parle de gens qui avaient déjà une gestion patrimoniale aboutie, etc. Donc, c'était pas forcément une mauvaise chose pour eux Non, mais dans l'idée. j'ai fait l'erreur de te poser la question parce que je pensais que tu n'avais pas de background parce qu'on n'a pas pu développer en immobilier. Et quand tu me dis Ouais. géomètre et tout ça, en fin de compte, il y a une logique au marchand de biens. Enfin, ah Ouais, ben ça, c'est justement, non, on y ça, arrive comme ça. C'est en fait, c'est quand je me suis retrouvé dans le neuf, je raconte tout le temps l'histoire. En fait, on allait à des cocktails. J'ai jamais bu autant de champagne qu'à cette époque-là. Il y avait toujours les cocktails, machin, pour que les commerciaux ils vendent plus, etc. Et en fait, j'étais au contact de mecs qui roulaient en Aston Martin, qui s'habillaient comme ils voulaient, qui n'étaient pas en costard, machin, et qui faisaient ce qu'ils voulaient de leur vie. Et voilà. Et là, j'ai dit, attends, il y a un truc, il y a un truc qui cloche. Là, je suis pas au bon endroit, quoi. Et surtout qu'il y avait des niveaux de rémunération qui étaient super importants. Donc, je switch. Le switch, je me dis, bah, écoute, c'est ça qu'il faut faire. Alors, toujours, tu vois, je suis pas un fan de luxe et les belles montres et les voitures. Moi, enfin, tu vois, c'est cool, mais c'est pas ma priorité. Mais c'est, en fait, tu veux, toute la liberté que ça m'a amené derrière, quoi. Toute la liberté, l'indépendance, le choix de vie, enfin, ce que je vis aujourd'hui et qui est super chouette, quoi. Voilà, mais qu'il a fallu aller chercher, ce qu'on disait Donc tout à l'heure, quoi. ça confirme parce que moi, je voulais plutôt mettre en avant que c'était que tout le monde pouvait s'y mettre. Mais bon, là, il montre que tu as quand même un background. Mais bon, dans ces cas-là, voilà, au moins, ça vous Ouais, mais non, confirme mais que pour le coup, si tu veux, c'est intéressant. Moi, ça j'avais pas confirme. de background Non, mais en achat-revente, je connaissais rien, tu vois. oui, mais Et tu la avais quand preuve, même, c'est que j'ai fait plein de boulettes. quand même les géomètres et tout ça. Donc, quand même, moi, je sais très bien parce que je suis passé par là. J'ai fait aussi du neuf en construction. Donc, j'ai appris Ouais. à voir les terrains, à connaître tout ce qui est immobilier, aller voir l'urbanisme et autres. Mais ce qui est bien, c'est que ta formation, ce qui confirme que ce qu'il y a dans ta formation, c'est du vrai contenu parce qu'il y a l'expérience, tu passais, plus celle que tu fais actuellement. Donc, voilà, c'est pas de l'infoprenariat à deux balles où les gens vendent tout n'importe quoi. Tu as le background. Bah, ouais, l'idée justement, moi ce que je trouve génial dans le projet, enfin ce qui à titre perso, hein, ça c'est ce qui me plaît dans le projet d'infopreneur, en fait, ce qui m'a amené sur ça, c'est un peu de la psychanalyse, c'est qu'en fait quand j'aide mes élèves, bah, j'aide le mec que j'étais il y a 5 ans et qui a galéré parce que tu me parles de topographe géomètre, mais moi quand j'étais topographe géomètre, je faisais ce qu'on appelle la VRD, c'est-à-dire je prenais des routes, je mesurais des routes, tu vois, donc ça avait rien à voir avec le cadastre, ça avait rien à voir avec l'urbanisme, Ah, je connaissais d'accord, ok. absolument pas le PLU. Ouais, c'est pour ça que je te dis, en fait, tu me dis background, mais en fait j'en avais pas dans mon métier spécifiquement. Les termes sont effectivement le géomètre, le vrai géomètre, il fait de la parcelle, du cadastre et tout ça. Mais en fait, j'avais pas du tout fait cette partie-là, tu vois. Donc quand on a attaqué, je me suis pris, on a fait pas mal d'erreurs, ça m'a coûté pas mal de milliers d'euros. Il y a eu un contrôle fiscal au milieu. Ah J'en oui. parle sur mon site. Ouais, tu vois, il y a eu des. Et l'idée, c'était vraiment de dire, bah non, tombez pas là-dedans. Je vais vous donner le chemin pour aller plus vite. Et enfin, c'est ce qui se passe aujourd'hui avec les élèves. Et c'est super chouette, tu vois. En tout cas, Ça leur fait. je mettrai les liens dans le Ouais, show bah, notes, si en ça peut aider. description. Donc, on va attaquer les questions pour la fin. Donc, bon, malheureusement, tu as été lire les questions. Bon, donc, il n'y aura pas de surprise. Donc, quel est le business dont tu as à part celui-là? Bah non, justement, pour le coup, c'est ce que je te disais, c'est que je voulais aller voir les questions. Ah, Finalement, j'ai ah pas ben, le temps. parfait. Ouais, ouais. Non. Je sais qu'il y a le livre, ça, je suis au courant pour le livre, mais j'ai pas les autres. Alors, redis-moi, excuse-moi, pour le coup, Quel est donc le business dont tu rêves à part celui que tu fais actuellement? Alors, moi, là-dessus, tu vois, je suis très méta. En fait, ce qui m'intéresse depuis le début, on dit souvent, tu sais, qu'il y a plusieurs niveaux dans l'investissement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de passer au stade, justement, de l'investisseur. C'est-à-dire le moment où tu es financier et où tu vas lancer les projets.
sans forcément les gérer derrière, tu vois. Mais, enfin, moi, ce que j'aime, voilà, c'est les créer, c'est les penser, voilà. Aujourd'hui, je n'ai pas encore la surface financière qui me permet de faire ça. Il y a pas mal de copains qui sont à ce stade-là, mais c'est de passer au next step il y a pas un business spécifique. C'est vraiment une constante chez moi. C'est une constante que je suis pas constant en fait. Donc il y a pas voilà, il y a pas un business spécifiquement qui me parle, tu vois. Donc toi, Et donc ton truc, c'est vraiment de devenir un... moi, j'adore gérer les boîtes. Pas une banque, Voilà. mais vraiment un financier où vraiment Ouais, tu donnes les directives et tu laisses faire, quoi. mais en fait, ça va dans le sens, tu vois, ce qui est bien, c'est d'avoir un alignement entre le perso et le pro. Et d'un point de vue perso, ce dont j'ai toujours rêvé, c'est d'être rentier. Mais pas rentier pour gagner plein d'argent, rentier pour avoir toute ma liberté. Et finalement, ça s'aligne avec le côté pro, de dire, bah, je mets de l'argent quelque part, j'aide des gens à démarrer, je les coach, je prends des décisions stratégiques, etc. Mais au final, bah, je sais pas moi au quotidien qui fait tourner la boutique forcément, tu vois. Donc il y a un alignement entre ces deux trucs-là. Donc à terme, oui, je pense que ça serait chouette d'aller par là. Donc après si tu veux des business, il y a 12 000. De l'e-commerce, pourquoi pas, l'infoprenariat, il y a plein de trucs à faire, l'immobilier, bah, ça serait bien que je me mette à l'investissement locatif, tu vois. Il y a plein de trucs à lancer dans plein de domaines, c'est ce qui est passionnant après, c'est que tu sors de la pensée unique, quoi. D'accord. Donc, deuxième question, quelle est la meilleure expérience en tant qu'entrepreneur ou investisseur que tu as eu? Oh punaise, on rentre dans les questions à choix unique. Bah, justement, je suis assez. Je crois que je vais te répondre un peu la même chose à chaque fois. C'est que justement, il y a pas une. Ce qui est vraiment intéressant, et c'est pour ça que j'anticipe la question sur le bouquin. Ce qui est intéressant, c'est justement l'ensemble des expériences. Tu peux pas dire une expérience. Il y en a pas une spécifique. L'idée, c'est que tu te construis par rapport à toutes ces expériences. Et c'est bien pour ça qu'il faut passer à l'action et avancer. C'est un truc que j'ai constaté encore récemment. C'est que c'est impressionnant comme à chaque fois que tu mets quelque chose en place, une initiative, c'est-à-dire sortir de chez toi pour aller à un séminaire, écrire un article, aller faire une visite d'immeuble, tu vois, quel que soit ton domaine, c'est impressionnant comme tu peux avoir, plus tu mets en place comme ça des initiatives, plus tu vas avoir des retours et des retours qui ne sont complètement inattendus. Et c'est vraiment quelque chose qui encore aujourd'hui me choque, comme à partir du moment où tu te bouges, tu vas avoir des retours inattendus. Donc, si je devais te dire, pour essayer de rester sur ta question, en fait, je pense que ce qui m'a le plus marqué, c'est plutôt ça. Tu vois, l'idée que à chaque fois j'ai mis plein de choses en place, que ce soit sur tu vois, le blog, eh ben, en fait, j'ai eu des retours, mais qui n'avaient rien à voir avec ce que j'avais prévu au début. Tu vois, des opportunités qui se sont créées et qui n'étaient pas du tout en lien avec mon objectif initial. Ok, bon, j'espère que les gens ont compris qu'il faut juste se bouger. Bah ouais, Bon, mais c'est bizarre, hein, tu vois, tout le monde dit ça, et je sais que tu vois, j'ai entendu déjà des gens me dire, ouais, vous dites tout ça, vous dites tous la même chose, mais attends, mais si on dit tous la même chose, il y a peut-être une raison. bah oui. Non, mais peut-être que c'est peut-être l'élément majeur et qui fait toute la différence, quoi. Il est peut-être là, quoi. Surtout que ça coûte rien d'essayer, il faut juste mettre un pas Ouais, devant l'autre. c'est ça, exactement. Quel est pour toi le meilleur levier pour devenir entrepreneur? Le meilleur levier pour devenir entrepreneur. Alors, tu me demandes, c'est-à-dire de l'immobilier, l'e-commerce, le machin, ou l'état d'esprit? Non, en compte, souvent, des fois, bah, des fois on me répète de préciser la question, les gens Ouais. répondent, tu réponds ce que tu veux. Ok. Euh, alors, je pense que, alors, on va essayer de répondre aux deux. En termes d'activité, je pense que clairement, on le sait et c'est pas pour rien. T'as l'immobilier d'un côté et Internet de l'autre. C'est vraiment les deux leviers les plus faciles pour démarrer. Je rentre pas dans le détail parce que tout le monde connaît les stratégies. L'avantage de l'achat-revente, c'est que tu peux te créer du cash très rapidement. Je pense faut avoir dans un premier temps cette idée de se créer un patrimoine et dans un second temps de faire marcher ce patrimoine, donc de l'investir dans d'autres trucs. Après, pour ce qui est au niveau de l'état d'esprit, je pense qu'on te l'a déjà dit, hein, j'en suis à peu près persuadé, mais c'est clairement ce qui fait la différence. C'est le passage à l'action, la persévérance. Et la persévérance, en fait, c'est le fait d'être encore dans l'action. Je t'en parlais tout à l'heure, il y a beaucoup de marchands de biens qui se lançaient en même temps que nous. Il y a beaucoup de gens qui ont commencé après nous. Bah, aujourd'hui, il en reste pas tant que ça parce qu'ils ont lâché, quoi. Et c'est vraiment une constante de gens qui disent voilà, qui abandonnent. Voilà. Dans mon entourage, en fait, ceux qui n'ont pas réussi, soit c'est parce qu'ils n'ont jamais rien fait, soit c'est parce qu'ils ont arrêté de faire, quoi. Bah, pour revenir sur un épisode que j'ai fait, Voilà. ceux qui écoutent, donc je mettrai le lien dans la description. Allez voir donc l'épisode que j'ai fait avec Eric Béranzin. Voilà, vous allez comprendre que la persévérance, il n'y a pas de mieux. Voilà. Tant que tu Ouais, je n'abandonnes pense pas, que tant que t'en as t'abandonnes plus peur, pas, tu tu peux vas pas te le dire. perdre.
Bah, tout le Ouais, monde, t'en as non, plus. beaucoup l'ont dit, mais lui, il l'a précisé parce que c'est aussi son métier dans le développement personnel. Ouais. Il l'a répété au moins 100 fois, il l'a détaillé. Voilà, sans la persévérance, voilà. Si tu n'abandonnes pas, tu peux pas perdre. Non, Donc, mais même aujourd'hui, parce que j'ai souvent des gens, là, tu vois dans mon audience, il y a forcément des gens parfois qui me surconsidèrent, tu sais, qui me mettent un peu sur un piédestal en disant, ah ouais, t'as ce que t'as fait, etc. Mais même aujourd'hui, je veux dire, la semaine dernière, j'ai des convenus, t'as toujours des moments où tu dis, non, mais ce que je fais, c'est nul, quoi. Je suis vraiment mauvais. Tu vois. Et bon, et en fait, en achat-revente, je suis quand même en millions d'euros, donc j'ai pas. Mais ça t'arrive encore, en fait. Et je crois que c'est une constante. Tu l'as autant que tu dois, en parallèle, bah, justement, pas lâcher, avancer et juste pas faire attention et te dire, bah, ok, c'est normal, ça fait partie d'un cycle, c'est logique, je m'en fous, je continue, quoi. Je m'en fous, je continue, parce que de toute façon, si tu continues pas, ça va pas s'améliorer, quoi. tout à fait. Donc là, on arrive au livre. Quel est le livre que tu conseillerais à tout entrepreneur et pourquoi? Je dis non, je ne te donnerai pas qu'un seul livre. Justement, je crois, le secret, c'est surtout de ne pas prendre qu'un seul livre, parce que, bon, ça, tout le monde le sait, mais souvent, dans les bouquins qu'on lit, il y a une idée qui est hyper intéressante et il y a beaucoup de blabla autour, tu vois. Enfin, je pense que vous l'avez tous constaté, tu sais, il y a toujours, entre le titre qui est marketing, et puis, voilà, c'est souvent une idée de génie, et puis derrière, et ce qui va faire que ça va devenir intéressant, c'est comme pour l'expérience, c'est le fait d'accumuler, en fait, les idées, de pouvoir les comparer, de pouvoir les... tiens, j'ai parlé avec ça, parce que je fais pas mal de sport à côté, et quand tu cherches des bouquins sur l'entraînement, t'en as un qui te dit il faut surtout s'entraîner le matin à jeun, et l'autre qui dit surtout éviter de vous entraîner à jeun. Donc tu fais quoi avec ça, tu vois? Voilà, j'ai eu l'expérience encore récemment. Donc c'est vraiment plein de bouquins. Après, je vais te citer tous les gros classiques. Moi, si j'en prends qu'un, allez, je t'en donne qu'un. Je reste quand même convaincu que Fastlane Millionnaire, là, l'auto du millionnaire, Ah là là, il est bon celui-là. ouais, ça me tu vois, ça m'embête un peu de le citer parce que c'est un peu facile, mais Non, c'est non, pas. c'est il est pour les gens comme nous qui sont directs et qui font pas de fluff, on va dire, qui tournent pas Ouais. autour. Et c'est vrai que c'est. Même si dedans, il a plein de critiques de choses qui paraissent bizarres de vendre des formations chères, Ouais, des faut pas. formations qui Alors, sont tu vois, bizarres. c'est un très très bon exemple de ce que je pense de ce bouquin, c'est que c'est un bouquin, en fait, déjà, le début du bouquin, il est un peu dit, enfin, tu vois, tu t'accroches ou t'accroches pas, mais c'est vraiment un bouquin où il y a vraiment des pépites dedans, et au milieu, il y a des trucs pas, enfin, il y a des trucs pas forcément intéressants ou pas forcément bien dits, etc. Ce qu'il faut s'attacher moi, ce que je conseille, vu que l'idée c'est d'avoir mon avis, ce que je conseille dans la lecture d'un bouquin, c'est d'aller chercher l'idée maîtresse, celle qui va vous aider, et de pas se prendre la tête sur le reste si on cale pas. Et d'ailleurs, je vais en citer un deuxième, si tu me Vas-y, permets. vas-y. Parce que il m'a quand même marqué, et c'est un très bon exemple de ça, c'est quand même la semaine de 4 heures. La semaine de 4 heures qui est une légende absolue en termes de bouquin et qui a amené 12 000 critiques à dire tu te doutes bien, moi je travaille pas 4 heures par semaine, je travaille comme un malade et parce que si je travaille pas, de toute façon, voilà, je me dis zut, pourquoi tu t'arrêtes, quoi. Mais ce qui est intéressant dans le bouquin, c'est de comprendre l'idée de l'automatisation, de la délégation, l'idée de travailler avec efficience, l'idée pour un même travail avoir un résultat démultiplié, tu vois. Donc tu prends cette idée maîtresse dans le bouquin et tu la cales sur ton truc sans prendre le bouquin au pied de la lettre, tu vois. Il y a les Cialdini aussi, allez, tiens, je t'en donne plusieurs, les Cialdini, influence et manipulation, donc titre pourri par rapport au bouquin, mais c'est super, ouais, ça. Je suis en train de le lire parce que, bah, en fin de compte, les trois que tu viens de citer, ils sont toujours cités dans le podcast, souvent. Ah ouais, Et bah, Cialdini, on me le tant disait pis, hein. souvent, et je l'ai pris en poche à même pas 8 euros. Donc voilà, je me suis dit, maintenant, je vais Ouais. aussi prendre la discipline de m'acheter un bouquin tous les mois, parce que souvent, j'ai la bibliothèque, mais là, des fois, tu n'as pas les livres que tu veux. Donc maintenant, je me prends le réflexe de. Moi, Bah, tu- chaque mois, en fin de compte, je m'achète une discipline, que ce soit les douches froides, le jeûne, ça fait 2 ans que je fais le jeûne. Donc, et là, je me suis dit, la discipline, c'est tous les mois de prendre le réflexe d'acheter un bouquin, ouais, même mais si des c'est un fois, je lis bon. moins, parce que moi, je suis moins lecture que. Avant, j'étais plus lecture, maintenant, je suis plus audio. Donc j'aime bien, comme Fastlane, je l'ai eu en audio, parce que c'est plus Ouais. simple. Mais j'ai le réflexe au moins d'avoir le papier, le bouquin, de l'avoir en main, et des fois, ben, je note, comme ça, c'est mieux. Enfin voilà, Non, j'ai c'est clair. l'ensemble. Mais tu sais que c'est une grosse erreur que je faisais avant, il y a 10 ans en fait, je me disais mais 15 balles dans un bouquin, c'est trop cher, ça vaut pas le coup, je vais aller m'acheter une bouteille de je sais pas quoi. Et tu vois, c'est autre époque, autre mœurs, mais en fait franchement quand tu vois le contenu que ça t'apporte, faut pas hésiter, c'est hyper fondamental, enfin c'est fondamental, c'est la façon la moins chère d'avoir de la très très bonne information, c'est le bouquin quoi. Et Et c'est pas surtout pour quand rien qu'il existe depuis 2000 ans. Quoi. et surtout quand tu as une période où tu es un peu down, comme tu t'as dit il y a 5 minutes, ben, Mhm. tu prends le bouquin, tu te poses, tu n'as rien autour, Ouais, c'est clair, tu te poses. c'est clair. Après, c'est difficile maintenant de se poser parce qu'on est tellement. Il y a tellement de choses qui nous embêtent, qui nous empêchent de lire. Tu prends et tu dis, ah, voilà, et t'es reparti. Voilà. Donc, Allez, je t'en donne un bonus. Comment se faire des amis? Il est pas ah mal oui, aussi. il Et est puis bien toujours, celui-là. à chaque fois, c'est ce qui est génial, c'est que les titres, c'est souvent vraiment des titres pourris, quoi. Et par rapport au contenu, mais l'idée, voilà, c'est accumuler. Moi, je pense que c'est plutôt l'inverse, accumuler des bouquins parce que vous allez avoir des déclics à chaque bouquin. Ça va faire passer ça ouvre en fait ouais, ça ouvre des voies, ça ouvre des idées, ça étend votre territoire. Mm.
Donc, dernière question, quelle est la compétence que tu rêves d'avoir? Ah, moi, bon, il y en a plein, hein, c'est toujours pareil, mais là, je vais t'en donner qu'une. Je suis assez attaché à la compréhension de l'humain, tu vois, au sens psychologique. Je pense que c'est un élément qui te permet de performer dans tellement de domaines, c'est-à-dire d'être plus épanoui à titre personnel, dans ton couple, avec tes amis, voilà, tu vois, et à titre professionnel, dans la négociation, dans la vente, voilà. On vit dans un monde social, et le fait de bien comprendre les mécanismes de l'humain bah, permet de mieux vivre avec et d'obtenir plus facilement ce que tu aimerais, de manière bienveillante, hein, bien évidemment, mais tu vois, ouais, je suis assez fan de ça, et je me rends compte qu'aujourd'hui, pas mal de mes réussites tiennent à ça, tu vois, dans la capacité à convaincre, dans la capacité à comprendre les besoins de l'autre. C'est vraiment ça. Et puis ce qui est génial, c'est qu'il y a une forme d'empathie dans cet état d'esprit, c'est que l'idée, c'est vraiment de chercher à comprendre l'autre, tu vois, et de t'adapter à ce que l'autre veut. Donc que ce soit pour le pro, pour lui vendre quelque chose parce que tu es là pour gagner de l'argent, gagner ta vie, ou que ce soit pour le perso, bah, pour bien t'entendre avec ton entourage ou autre, quoi. Ah, bah, Donc je vote pour ça. c'est important parce qu'on n'est pas tout seul, on est quand même 7 milliards ou même plus bientôt, donc c'est important Ouais, de comprendre son prochain. c'est clair. Donc, Jean, grand merci, il y avait beaucoup donc, de bons contenus, et j'espère donc que les gens vont aimer, partager. Donc, je mettrai les liens donc, pour la formation. C'est quoi le nom de la formation? Ah, c'est la formation Laris. Laris pour comment se lancer dans l'achat-revente immobilier sereinement. Laris, d'accord. Et donc, le site, je LARIS. répète, donc investir-du-6 Ouais, vous immobilier. aurez tout directement sur le site, là. Il y a tous les articles gratuits. Vous avez le lien pour la formation. Pas de souci. Ça sera avec grand plaisir. Ok, bon, ben Jean, je te dis grand merci et je te dis encore bon investissement et à bientôt. Ben, merci à toi, Thierry. À très bientôt. Ciao, ciao. Merci à Jean, donc c'était vraiment un échange très intéressant sur le marchand de biens, qui est vraiment une technique pour gagner du cash assez rapidement. Il faut bien sûr faire attention, hein, mais donc comme il a expliqué, il y a des techniques. Donc lui, il a une formation qu'il te propose. Donc tu peux aller sur son site investir-du6 immobilier.com où tu tapes Jean Laplace, tu vas tomber sur lui directement. Donc, si tu es donc toujours intéressé, comme tu as vu à la fin, on a parlé donc de livres, donc je remercie encore mon partenaire Thierry-du6henry.fr/audible, AUDIBLE, donc pour avoir donc des livres gratuits et pouvoir, enfin un livre gratuit tous les mois, et surtout donc le premier mois, donc 30 jours gratuits, et ensuite donc tu pourras donc continuer à t'éduquer, te développer comme lui le fait, comme tous mes invités, avec donc, les livres. Tu es aussi donc invité à participer à ma levée de fonds donc, pour un séminaire que je vais faire l'année prochaine. À l'heure où j'ai fait le podcast, je ne sais pas si on a dépassé le montant encore, peut-être qu'on l'aura dépassé, c'est pas gênant. Donc Thierry-du6henry.fr séminaire /du6 2020. Donc 2020. Donc Thierry-du6henry.fr séminaire -du6 2020 2-0 voilà. Donc moi je te dis à très bientôt donc la semaine prochaine avec donc un expert donc du e-commerce qui va t'expliquer comment donc gagner du cash en faisant donc de l'e-commerce, dropshipping et donc du print on demand parce que donc il fait ça donc depuis quelques années, il a dépassé le million, il a même explosé le million avec ces techniques. Je te dis à la semaine prochaine, ciao ciao.